Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau live sur les métiers de la communication, du digital et du marketing. Alors aujourd'hui, on va parler d'un ancien, on va surtout parler métier avec vous, Étienne Demouy, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes responsable et puis surtout artisan d'une agence de communication qui s'appelle JBL Com et compagnie. Tout à fait. C'est bien ça? Ça. Alors vous avez une double casquette, vous êtes représentant justement d'entreprise et en même temps vous êtes un ancien ISEGien, c'est comme ça qu'on dit? Je ne sais pas, mais oui, on peut le dire comme ça, je pense que ça fonctionne. Même si c'était peut-être il y a quelques années maintenant. Donc, effectivement, ancien de l'ISEG Lille, où j'ai fait 4 ans d'études, de formation dans les années 90. Maintenant, ça remonte un petit peu. Avant de me lancer dans le marketing, ma première passion qui m'amène aujourd'hui à diriger l'agence JBL. Et effectivement, un engagement plein dès les premiers, on va dire les premières années, les premiers mois d'études, une vraie envie tout simplement de découvrir ce métier qui était le marketing à l'époque, pas si connu que ça. Très bien. Alors, c'est intéressant parce qu'on va voir avec vous un coup de projecteur et un coup de rétroviseur, je dirais même, sur le passé, pour voir un peu les évolutions, puisque le thème d'aujourd'hui, justement, c'est de découvrir un peu et de voir comment évoluent les métiers de la communication, du marketing, du digital. Alors, on va revenir déjà sur votre parcours, savoir un peu qui vous êtes, ce qui vous a amené peut-être à intégrer l'ISEG, et puis ensuite, voir quelles sont les expériences que vous avez pu vivre dans le domaine de la communication et du marketing, on le rappelle, parce que ça a été principalement votre cœur d'activité. Pendant presque la moitié, effectivement, de ma vie professionnelle. Donc effectivement, moi, je vais avoir 47 ans dans quelques semaines. Et donc, je suis arrivé à Lille avec mon bac en poche pour faire mes études. Et à ce moment-là, je choisis effectivement d'intégrer l'ISEG. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus à l'époque? C'est que l'ISEG offre allez, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, j'espère, mais un bon compromis entre une formation d'école de commerce et en même temps une proximité entreprise, puisqu'il y avait un rituel de stage et d'alternance qui était déjà à l'époque très éprouvé. Et donc, pendant les 2 premières années où je fais un BTS, effectivement, je fais mes premiers pas dans les stages de marketing, donc le phoning, notamment des premiers stages en fait qui me permettent de toucher à tous les outils du marketing tel qu'on l'exploitait à l'époque. Lille, on était quand même sur un berceau du marketing et du marketing direct, avec ce qu'on appelait la VPC Vallée à l'époque et des formations effectivement qui menaient à bien en fait, ces étudiants vers des acteurs qui étaient bien présents sur le territoire. Donc, très important. Et puis mes 2 dernières années de formation au sein de l'ISEG m'ont permis de faire une alternance dans une entreprise qu'on connaît bien maintenant, même très bien, qui s'appelle La Redoute. Et donc, je me retrouve au cœur en fait, vraiment de toute la mécanique du marketing client, comme on l'appelait avant, du CRM, pendant 2 années. Ces 2 années ont été très formatrices pour moi. Ça m'a permis de rentrer et de comprendre les rouages ce qu'on appelle un grand annonceur. Ça m'a permis aussi de savoir que je n'y ferais pas toute carrière. Donc, c'est aussi l'avantage de pouvoir essayer pour pouvoir avoir un avis en fait, là-dessus. Sorti de l'ISEG, je profite de mes derniers mois d'étudiant pour faire une mission en fait, au sein de Onet, qui est la banque du groupe Auchan, de bon nombre d'enseignes, mais pas que du groupe d'ailleurs. Et donc là, je touche du doigt la partie études, très formateur également. Et puis, je commence à chercher activement un job. Et ce job, je le trouve au sein d'une agence. Et donc là, c'est que je découvre le milieu des agences, donc dans une agence qui est assez connue donc, sur l'île, qui s'appelle ETO, donc dans lequel il y avait également une structure ce qu'on appelle une SS2I, une société de services en informatique. Et donc, je rentre vraiment de pied en fait sur la data en fait et sur la gestion des bases de données, vraiment le fichier client, au cœur du fichier client. Et donc, j'ai fait un parcours dans cette agence pendant presque 10 ans, un peu plus de 9 ans, et donc qui vit une croissance incroyable.
Et donc, je finis ce parcours en étant directeur marketing de l'offre, en ayant commencé comme, on va dire, comme simple représentant commercial en fait de cette structure. Donc, une aventure incroyable où en fait, on se retrouve à lancer des projets comme la vente à distance d'Orange, celle de Dockers, toutes les cartes de fidélité, programmes de fidélité de Kiabi, Noroto, Leroy Merlin. En fait, à une époque où C'est un peu l'âge d'or finalement du marketing client. complètement. Ce sont les années où en fait on donne un vrai intérêt client à ce qu'on appelle aujourd'hui le digital. Le web, Internet, effectivement, avant était quelque chose lié à l'information. Hein. Internet s'est développé comme un outil d'information, de communication. On en a fait pendant ces années-là un outil de marketing et un outil d'animation de marketing. Alors, vous avez parlé justement de marketing. Tout à l'heure, vous avez évoqué le terme CRM. Donc, on s'adresse à des novices. Peut-être, est-ce que vous pouvez expliquer le principe de c'est quoi le CRM? C'est tous les outils, les dispositifs, les mécaniques d'animation qu'on peut mettre en place pour créer une relation client entre une marque et son utilisateur. Donc, c'est simplement combien de fois vous venez dans cette enseigne, vous utilisez combien de fois dans l'année ce service, à quel montant vous dépensez en fait, vous allouez en fait à ce service et à quelle répétition, quelle fréquence vous y venez. C'est important en fait pour une marque de savoir quelle affinité, en fait, quelle fidélisation elle peut créer entre ses utilisateurs et son enseigne, son produit, sa marque, son service. Donc voilà, c'est à ce moment-là en fait que tout ça effectivement explose complètement. C'est assez nouveau en Europe, très utilisé déjà aux États-Unis. En Europe, ça explose complètement et on met en place vraiment la reconnaissance de clients grâce à ce programme-là. Donc ça veut dire qu'on est censé essayer de trouver le fameux jour Madame Michu quand vous rentrez dans une enseigne, chez Auchan, je ne sais pas quelle enseigne, mais effectivement toujours un peu compliqué, mais on est censé vous reconnaître un peu comme vous l'étiez avant chez un commerçant de proximité. Et donc ça explose et donc ça nous permet, ça nous amène à un travail, un développement du marketing vraiment assez important. Et on fait cohabiter, c'est ça qui est intéressant à cette période-là, c'est qu'on fait cohabiter les créatifs, la création, avec les développeurs web qui maintenant apparaissent sur les plateaux de création. Donc incroyable. On met des Macs avec des PC, un truc qui n'est jamais vu avant. Et tout ça, au final, ça fonctionne. On arrive à faire fonctionner quelque chose. Et donc voilà, moi j'arrête ce parcours, donc on est quand même en fin 2006. Chez Autobook, entre-temps, a été racheté par Publicis Epsilon, le leader mondial de la data aujourd'hui. Et donc, je rencontre en fait le dirigeant fondateur d'une agence qui s'appelle JBL Com et compagnie. Ce monsieur Jean-Louis Desrumeaux, qui était un monsieur assez incroyable, qui avait créé cette agence en 1968, mai 68, ça me semble. Et donc, qui était photographe, je le disais, effectivement. Et donc, d'un studio photo, il en a fait une agence. Donc là, plutôt sur la partie communication. Donc, je change de casquette. Je deviens plutôt un communicant. Après avoir été marketeur, je deviens communicant. Et donc là, je suis au cœur de la valeur créative que peut apporter une agence pour une marque. Et donc, on crée des campagnes, tout simplement, pour les marques pour lesquelles on les accompagne. Notre particularité, donc aujourd'hui, JBL, en quelques phrases, effectivement, c'est une bonne dizaine de collaborateurs. On travaille essentiellement sur l'ADN et la plateforme de marque. On accompagne les entreprises, les services, les produits à répondre, à donner du sens en fait à leur communication. Aujourd'hui, le sens n'a jamais été aussi important pour une marque d'exprimer plutôt que d'argumenter un produit ou un service. On donne du sens en fait à la consommation que l'on peut avoir. Est-ce que vous pouvez illustrer justement quelques missions, quelques projets, alors sans dévoiler, il y a peut-être des choses un peu confidentielles, mais voilà, pour voir un peu ce que représentent finalement les actions de communication ou la stratégie de la marque? En fait, quand je vais donner un exemple qui est assez connu dans la région. On
on a pu réaliser, sortir de terre une page blanche, en fait, la nouvelle enseigne du groupe ADO, Cabane. Donc Cabane, en fait, avant qu'existe Cabane, c'est un nom de code, c'est un nom de projet, c'est un PowerPoint de 10 slides, et les fondateurs de ce projet, on se rencontre et disent, ben voilà, aidez-nous à faire sortir la plateforme de marque, en fait, cette identité de marque d'une enseigne comme celle-ci. Et donc, ben, on trouve un nom. Ce nom lui donne une identité, un logo. Une fois comme ça, on en fait un magasin. Ensuite, on fait des animations sur les zones d'échange de ces magasins. Et c'est un exemple très concret. Je vais en donner un autre. J'ai parlé plutôt de communication interne, mais aussi un peu externe. On accompagne en fait, des clients sur ce qu'on appelle aujourd'hui la marque employeur. Alors, qu'est-ce que c'est la marque employeur? C'est qu'en fait, une entreprise doit recruter, doit animer ses collaborateurs, ses talents. Et donc, en fait, on donne aussi du contenu, en fait, à cette entreprise pour toute la communication interne qui se fait auprès de ses collaborateurs. Donc là, on vient d'accompagner, on vient cette année, on a par exemple accompagné le groupe AGAP, qui est le groupe de restauration French, la paille, à Marine et le restaurant So Good, etc. Donc Mullier encore. Comment? Et Mullier. Oui, tout à fait. On en a beaucoup dans la région. Oui. Hein. Et donc, on les accompagne sur l'intégration, le déménagement et l'emménagement de leur nouveau siège social. Donc ça, c'est très particulier, mais il y a un effet de changement qui amène culturellement énormément d'évolution en fait, dans le management, aussi dans la posture de l'entreprise. Et donner un dernier exemple, nous, on travaille, par exemple, on a travaillé pour les Cafés Méo, des Cafés Méo, qui est une marque un peu très connue dans le Nord, un peu moins à Marseille, mais on a fait en sorte que, à l'occasion de l'anniversaire de la marque, en fait, voilà, on a créé toute une animation anniversaire autour de la marque Méo. Donc, du coup, l'année anniversaire. Très bien. Alors, le thème de la conférence est de parler des métiers et des nouveaux métiers de la communication. Donc, vous avez ces deux casquettes, à la fois cette vision stratégique pour le marketing et également pour la communication. Avec votre recul, votre expérience, comment vous pourriez définir les évolutions? Et puis peut-être aussi, on fera un peu de prospective un peu plus tard au cours de cet échange sur les métiers à venir. Alors, tout à l'heure, quand on a préparé cette conférence, vous avez insisté sur un point, notamment sur la reconnaissance de la communication. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, alors je ne vais pas dire que la communication c'était le parent pauvre, mais en période un peu de contexte de crise, souvent la communication était un peu le premier service qui passait un peu en dernier, qui était relégué effectivement en dernière division, pour prendre métaphore footballistique. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est devenu une filière. Vous avez parlé aussi de Mercedes ERA, donc pour faire reconnaître finalement la communication comme une filière, comme une industrie à part entière. En fait, la chose qui est assez incroyable, c'est que la filière communication métier n'existait pas jusqu'à quelques mois. Et c'est sous l'impulsion du gouvernement actuel que Mercedes ERA a été mandatée, donc une personne qui a plus que mérité dans le métier d'agence, qui aujourd'hui est en charge en fait de créer la filière communication au niveau national. Et donc on a fait les premiers états généraux de la communication il y a 10 jours, 15 jours, pour insister sur la reconnaissance de ce métier. Et donc, de la même manière qu'il y a une filière automobile ou ferroviaire ou agricole, il y a une filière communication. J'ai envie de dire, alléluia. Il était grand temps. En fait, comme si ce métier n'existait pas depuis qu'il a été inventé il y a maintenant, ou qu'il existe depuis peut-être 50 ans en France. Donc, et beaucoup plus, en fait. 68, c'est pas un hasard, tout à l'heure j'en parlais, c'est l'apparition du premier spot publicitaire en France. Le fameux spot Boursin, par exemple. La réclame. On appelait la réclame. Avant, on n'utilisait la communication que pour un intérêt général. Lavez-vous les mains, vaccinez-vous, c'est un peu dans le contexte, mangez des fruits. Donc, on se servait que de cette communication-là publique, on va dire, ou aller voter. Maintenant, effectivement, donc en 52 ans, il s'en est passé du temps, et on est devenu enfin, apparemment, suffisamment respectable pour avoir une filière connue et reconnue. Donc ça, c'est très important, c'est essentiel. C'est essentiel aussi pour l'avenir de nos métiers, parce qu'en fait, on peut les flécher davantage. Aujourd'hui, ils ne sont pas si bien fléchés que ça. D'ailleurs, ils sont peut-être même un peu mélangés. Il y a autant de diversité dans nos métiers de la communication qu'en médecine. Sauf que quand je vous dis kiné, dentiste,
médecin généraliste, vous savez me faire la différence. Mais par contre, si je vous dis community manager, webmaster, planeur stratégie ou directeur de clientèle, c'est beaucoup plus difficile en fait à identifier. Donc on œuvre beaucoup là-dessus. Donc ça c'est très important. Le deuxième point important, et ça va directement dans le sujet d'actualité, c'est qu'en fait on pointe souvent la communication comme une sorte de parent pauvre. Donc dès qu'il y a un coup de vent, peut-être en ce moment, il y a certaines entreprises, il y a peut-être un coup de vent. On dit, ah ben, on me dit, souvent, on me croise, on me dit, Étienne, toi, ça doit être compliqué pour toi en ce moment parce que la communication, c'est le premier budget qu'on coupe. Et donc, quand on me dit ça, je dis, bah, écoute, merci de m'avoir prévenu. Ton entreprise va être vraiment en mauvaise posture. Je te souhaite bonne chance. Parce qu'effectivement, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment mauvais signe, une entreprise qui déciderait d'arrêter de communiquer. Et donc, on est à un point où, en fait, à un moment de l'histoire de notre métier, de nos métiers, où on bascule là-dessus. C'est-à-dire que la communication n'est plus devenue un gadget, un luxe que certaines entreprises doivent se payer. Au contraire, il contribue au modèle économique. Et on n'a jamais autant investi dans la communication qu'aujourd'hui. C'est vrai en politique, mais c'est vrai aussi pour les marques et les enseignes. Donc ça, l'enjeu est vraiment important. Le deuxième enjeu, après cette reconnaissance, c'est la cause. La communication est souvent aussi montrée du doigt comme étant quelque chose de sale. C'est pas bien. Regardez ce qu'il y a dans la boîte aux lettres, regardez toutes ces publicités qui m'obligent à consommer, vous vous rendez compte? Regardez ces produits, cette hyper-consommation qu'on pointe du doigt en permanence et qui, de ce fait-là, pollue. Et donc, on fait un raccourci trop étroit entre la communication et la pollution. Quand elle n'est pas sur le papier, elle est visuelle ou sonore. Et donc, on en arrive même à supprimer les 4x3 de certaines agglomérations qui prennent une couleur écologique, sauf qu'en fait, jamais personne n'a opposé communication écologique, ça serait la plus grosse erreur. Quand on explique aux gens comment il faut trier leurs poubelles, c'est de la communication. Si j'enlève les panneaux pour le dire, il faut espérer qu'ils l'apprennent par eux-mêmes. Donc, effectivement, la responsabilité de la communication, c'est quelque chose d'essentiel. Je donne un autre exemple, là, je parle du tri, par exemple, un autre exemple, les réseaux sociaux. Donc, tout le monde, là, j'imagine que toutes les personnes qui nous entendent, nous regardent, sont actifs sur les réseaux sociaux ou utilisent les réseaux sociaux en permanence. De où les réseaux sociaux sont un média, c'est une source d'information. Mais c'est pas vous, je vais dire, vous n'allez pas me contredire. Effectivement, l'information, je suis responsable devant cette information qu'on me donne. Et dois être capable de faire la part des choses, moi, en tant qu'individu. Mais quand je suis professionnel de la communication et quand j'exerce un métier où j'utilise les réseaux sociaux, je suis responsable de ce que je mets dessus. Je suis responsable du message que je fais. Et ma mission, c'est d'adresser le bon message au bon moment, aux bonnes personnes, pour qu'il soit utile. Et cette utilité-là, elle est essentielle dans la responsabilité de chacun sur les professionnels de la communication. Ça, c'est important. Chacun doit faire ça. Donc ça, c'est essentiel dans l'avenir, en fait, c'est la reconnaissance de notre filière des métiers de la communication. On citait quelques exemples justement sur la communication avec ce contexte qu'on connaît, hein, contexte sanitaire. On parlait justement de la pub McDo, enfin, vous aviez cité. Ouais, ça a été un peu le bad buzz de cette année, en fait. Hein, c'est qu'en fait, en mars, on se retrouve tous confinés de manière un peu forcée. On nous dit qu'on va mourir, qu'il faut absolument rentrer chez soi et qu'on n'est pas en sécurité sur son lieu de travail. C'est bizarre un peu comme message, mais c'est le message qu'on passe. Et moi-même, je me surprends à dire ça à mes collaborateurs, rentrez chez vous, vous mettre en sécurité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un peu l'inverse, qu'on est plus en sécurité à travailler que chez soi. Enfin, c'est un autre sujet. Sauf que à ce moment-là, pour une raison qui me questionne toujours, on a certaines marques comme McDonald's, Audi, pour citer que ces deux-là qui sont juste des marques de renommée mondiale, et qui, quand elles prennent la parole, elles savent qu'automatiquement elles sont vues, décident de jouer avec leur visuel. Donc, on sépare les M du McDo, on sépare les anneaux d'Audi, tout simplement pour symboliser la distanciation sociale. Quel joli terme, la distanciation sociale, comme s'ils étaient compatibles. Et en fait, on crée à ce moment-là quelque chose en fait qui est pas bon. En fait, un rejet immédiat des communautés de consommateurs ou bien des internautes tout simplement qui disent ça on en fait. Faites votre job
en tant que marque, et vous ne mêlez pas de sujets qui vous regardent tout. Et donc ça, c'est vraiment ces exemples-là qui ne sont pas très bien passés en fait cette année et qui sont à l'opposé peut-être de cette responsabilité. Les marques aujourd'hui, leur job, c'est de s'occuper d'elles en fait et de bien faire leur métier. Moi, je préfère que Audi en fait se concentre sur la fabrication industrielle, le recyclage éventuel de ces voitures. Est-ce que l'électrique c'est la bonne solution ou pas? Ça, c'est sa responsabilité. Et c'est pas de commencer effectivement d'avoir de dépasser les frontières d'un engagement sociétal ou voire même politique. Alors, vous avez un questionnement qui est assez intéressant, c'est pourquoi communiquer plutôt que comment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer voilà, en quoi ça consiste? Ça tombe bien. Je ne sais pas quand est-ce qu'on regardera ou regardera cette interview, mais là, on fait de Noël. Donc à Noël, comme tous les ans, vous allez avoir plein de cadeaux. Parce que en fait, vous avez été certainement très sages. Et donc, vous allez être gâtés. Et donc, qu'est-ce qui se passe une fois que Noël est quelques jours après, quelques semaines après? Et ben en fait, avec tous les jouets que vous avez eus ou bien que vos enfants ont eu, ou vos oncles vous ont offert, ou que les neveux, et ben en fait, on joue toujours avec les mains. Et ben en communication, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on a pléthore d'outils pour communiquer. On en a, on sait plus quoi en faire, tellement on en a. Sauf qu'en fait, vos clients, la communauté de personnes qui sont intéressées par votre marque, votre discours, votre message, utilisent presque toujours les mêmes. En tout cas, un rituel. Et donc, il faut peut-être mieux se concentrer sur les 2 ou 3 essentiels plutôt que vouloir absolument être présent sur tous les réseaux. Il faut peut-être mieux avoir un site web ou sortir un catalogue une fois tous les 2 ans plutôt qu'en sortir 2 par an. En fait, la question d'aujourd'hui, c'est pas comment faire un catalogue, comment faire un site internet, comment ouvrir une page sur un réseau social. La question, c'est pourquoi vous devez le faire. Et là, les entreprises qui communiquent, les marques qui communiquent, doivent se poser la question de pourquoi je dois faire tout ça. Est-ce qu'au final, je dois communiquer de manière outrancière pour être le plus entendu possible et répéter de manière permanente? C'est ce que disent les très très gros. Et donc, il y a un effet de répétition qui est réel. Mais il y a quand même beaucoup de marques aujourd'hui en France qui, elles, ont moins de moyens que ceux qu'on citait par exemple tout à l'heure et qui doivent quand même se faire entendre. Donc, elles le font de manière plus intelligente. Elles répondent d'abord pourquoi communiquer plutôt que comment. Très bien. Alors, la thématique de la conférence, c'est parler effectivement des métiers de la communication, du marketing, du digital. Si on devait faire un peu de prospective et voir un peu pour informer nos jeunes internautes qui vont entrer en formation, qui seront diplômés peut-être dans 3 ans ou dans 5 ans, essayer de leur présenter peut-être des familles de métiers, des univers, et surtout des métiers qui seront pourvoyeuses d'emploi, où il y aura de réelles opportunités. Alors, ce qui est génial, ce qui est extraordinaire, c'est que pour ceux qui s'engagent dans cette voie, sur la communication, c'est que vous allez, en vous engageant sur ce métier-là, sur ces métiers-là, vous allez avoir une baguette magique. Cette baguette magique, c'est génial parce qu'on est dans un métier où on peut inventer des métiers. En fait, le rapport au temps et le besoin, en fait, qu'on a entre la formation et les entreprises qui cherchent à métier, tout va se faire. Donc, ça peut être affolant pour certains, mais ça peut être aussi une formidable pour les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on a le pouvoir d'inventer son métier. Il y a une étude qui est connue qui dit que si vous prenez une classe de 5e dans un collège, il y a à peu près 60% en fait des enfants qui sont dans cette classe qui feront un métier qui n'existe pas aujourd'hui. Donc on ne parle pas d'une génération, on parle d'à peine 10 ans. Allez, un peu plus, 15, si on fait des études un peu plus longues. Donc, mais il y a des gens qui commencent à travailler tôt. Et en fait, au final, ça veut dire qu'en fait, on a le pouvoir de créer ce métier. Donc ça, c'est intéressant. Que ce soit en pleine autonomie ou que ce soit dans une entreprise, peu importe le statut. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas s'enfermer. Après, il est évident que cette année, le tournant du digital aura accentué énormément en fait l'orientation des investissements de communicants. Donc, on va se retrouver à avoir une ribambelle de métiers, en fait, effectivement, qui vont vraiment se booster et rebooster. La technologie est tellement liée à l'information, la gestion de l'information. C'est-à-dire que la vidéo, tel qu'on est en train de le faire là en ce moment, ça, ce sont des métiers qui vont exploser dans les années à venir, dans les mêmes mois à venir. Effectivement, ça, c'est une certitude. L'innovation technologique, en plus, nous accompagne dessus. Donc, on a aussi un métier dans la communication qui est génial aussi parce qu'en fait, on se renouvelle en permanence, on se forme en permanence parce que les innovations, effectivement, font qu'on doit sans cesse se réinventer. Donc, les créatifs seront toujours très heureux.
les rédacteurs, savoir écrire. Ça, c'est une force incroyable. En plus, sans faute d'orthographe, ça serait encore mieux. Donc là, le savoir aussi appréhender les mots, c'est quelque chose d'intéressant. Et donc, effectivement, donc tous les formats digitaux en fait vont influencer en fait ça. Donc ça c'est vraiment important. Dans la communication, on n'est pas loin de l'informatique aussi quand même aujourd'hui. En fait, tous ceux qui sauront faire le lien entre la ligne de code de l'emploi et lui donner une valeur ajoutée, en fait, pour en faire quelque chose, un algorithme ou une application qui améliorera le smartphone, ça c'est quelque chose qui apportera aussi beaucoup de valeur dans les prochaines années. Très bien, merci. Alors, peut-être pour faire aussi le lien avec le marketing, tout à l'heure, vous parliez de data, on parle beaucoup de big data, d'intelligence artificielle. Alors, justement, par rapport à la communication, par rapport au marketing, ça va être quoi l'impact et les nouveaux métiers peut-être qui vont aller dans ce sens? Toujours avec cette double compétence, on l'a bien compris avec la communication. Hein. Il y a un énorme, en fait, il y a un enjeu énorme. L'intelligence artificielle va venir remplacer et faire gagner du temps. Donc, en fait, ça va nous sembler normal. En fait, on ne va pas le voir. En fait, l'intelligence artificielle au quotidien, c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais qui est horriblement efficace. L'exemple de Doctolib, pour citer ces gens-là, vous trouvez ça normal aujourd'hui. Et sauf qu'en fait, aujourd'hui, Doctolib n'est qu'un bout d'outil qui permet à un minimum d'intelligence artificielle, qui permet de qualifier un rendez-vous pour faire gagner du temps à tout le monde. C'est-à-dire qu'on pourrait même aller encore plus loin. Demain, Doctolib proposera peut-être, si la CNIL l'autorise, de rentrer son fichier médical, de rentrer des informations qui vont me permettre de me diagnostiquer. Aujourd'hui, il y a des prototypes en fait qui existent de miroirs de salle de bain où au moment où vous faites votre toilette le matin, on est capable de vous dire est-ce qu'on a mesuré combien de temps vous avez dormi, ce qu'il y avait sur votre brosse à dents, la tête de vos yeux, et on est capable de vous dire si vous devez prendre un rendez-vous chez le médecin ou de vous rappeler le traitement que vous ne devez pas oublier de prendre. Donc en fait, tout ça, en termes de technologie d'information, c'est assez dingue, et ça va venir alimenter en fait un des produits qui n'existent pas aujourd'hui dans notre quotidien. Le fameux frigo connecté dont on parle aujourd'hui, mais qu'on n'a toujours pas chez nous, mais c'est des choses qui vont arriver tôt ou tard. Donc l'intelligence artificielle va énormément transformer le rapport à l'usage. J'insiste beaucoup, avant on achetait pour être propriétaire. J'ai dit tout à l'heure mon âge. Quand j'étais étudiant, je rêvais qu'une seule chose, c'est d'avoir ma voiture. Et donc c'était synonyme de liberté. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'être propriétaire de sa voiture soit un synonyme de liberté. C'est peut-être même l'effet inverse. Hein, on est peut-être emprisonné avec cette paradigme. Ouais. Et donc, on achète l'usage, mais non plus la propriété de biens. J'ai besoin de cette voiture, j'ai besoin de me déplacer d'un point A à un point B, j'ai pas besoin de voiture. C'est toute la différence. Et donc, effectivement, je pense que les marques, elles vont vraiment, et donc c'est le parallèle aussi avec la communication, on va vraiment pouvoir accentuer en fait la valeur d'usage dans nos communications. Et l'intelligence artificielle va nous permettre de faire ça. Vous avez parlé du domaine de la santé, dans le domaine de la consommation aussi. Si je vais sur un site internet, que je ne trouve pas le produit qui me convient ou que je souhaitais, l'intelligence artificielle va venir justement proposer, peut-être, c'est ça, c'est gérer de la data pour pouvoir... Je donne l'exemple d'un annonceur qu'on connaît un peu aussi dans la région, qui est Chronodrive. Ouais. En fait, aujourd'hui, vous pouvez faire vos courses au Chronodrive, donc j'achète des yaourts, des fruits, des légumes, etc. Mais j'ai un petit truc juste à côté qui me dit, bah, tiens, vous voulez faire cette recette-là? Ou pire que ça, au fur et à mesure que je fais mon panier, on me dit, ah, vous avez pris cette viande-là, vous avez pris ce poisson-là. Eh bien, faites cette recette-là, il vous manque tel ingrédient, tel ingrédient. Et ça, c'est fait de manière instantanée. C'est-à-dire qu'avant, l'intelligence artificielle, elle était faite par le commerçant avec lequel vous étiez en train d'échanger. Et donc là, elle est par un robot, en fait, à qui on a appris de penser la recette de la blanquette de veau, c'est faire de tête, et qui est délicieuse. Demeurant, oui. Alors, si on devait, pour conclure, hein, si vous aviez un message, encore une fois, à faire passer à nos internautes, ou quelques conseils sur le choix d'un métier ou sur la manière de se former, on l'a dit, il y a beaucoup de formations de communication dans la région. Voilà, comment... Allez, deux messages. Le premier, allez, je vais essayer de le faire de manière synthétique. La raison et la passion. Ah, d'accord. La passion, la communication, car la communication, c'est un métier, comme il y en a beaucoup, sur lequel vous devez être animé.
Donc, choisissez un métier parce que vous l'aimez. Non pas parce que il vous semble peut-être éventuellement convenir à quelque chose ou bien parce que c'est un choix par dépit. C'est une erreur, en fait. Alors, c'est vrai que c'est un luxe, un métier par passion, mais essayez d'être passionné par ce que vous faites, c'est extraordinaire. Et donc, ces métiers-là sont des métiers qui sont passionnants parce que vous ne faites jamais la même journée. Ma journée ne ressemble pas à celle de vendredi, etc. Et donc, en fait, c'est un métier passion également. Et c'est grâce à cette passion que vous allez pouvoir sortir du lot. Parce que raison, c'est ce que vous me disiez aussi il y a 2 secondes, c'est que énormément de il y a énormément de candidats qui sortent tous les ans et qui arrivent sur le marché du travail, et souvent, pour des raisons que j'ignore un peu, qui échappent, on arrive sans savoir ce que l'on veut. Et donc, on parle souvent en fait au droit du cerveau coach, pas de la passion. Est-ce que je suis cerveau droit ou est-ce que je suis cerveau coach? Je suis plutôt marketeur, communicant ou créatif, c'est pas pareil. Et donc, arriver en entreprise sans avoir répondu à cette question-là, c'est pas raisonnable. Et donc, essayez de faire un choix, essayez de tester par des stages, des formations, pour savoir où vous situez, en fait, dans les métiers. Ça, c'est important. Voilà, le message est passé. Étienne Demouy, merci infiniment pour votre présentation et surtout votre éclairage sur les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, peut-être pour les mois à venir, les années à venir? Eh ben, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est déjà de terminer correctement 2021. Il nous reste quelques semaines à tenir. Hein, et surtout, souhaiter pour je dis terminer 2020, et surtout pour 2021, une année de renouveau. Voilà. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous et surtout bonne continuation à tous. Merci. Voilà. Merci.